Alors bonjour tout le monde. Donc on continue toujours avec la thermodynamique. Alors pour donc le chapitre 5, donc nous avons vu dans le chapitre 4 le premier principe de la thermodynamique. Dans ce chapitre, on va voir le deuxième principe de la thermodynamique. Alors d'abord, on va voir la nécessité d'introduire ce deuxième principe et l'insuffisance du premier principe. Alors tout d'abord, nous avons vu par exemple dans la détente de Joule-Gay-Lussac que lorsque vous avez un gaz enfermé dans une enceinte, alors une enceinte, ici le vide, alors lorsque j'ouvre le robinet, alors le gaz essaye d'occuper tout le volume spontanément sans intervention extérieure. Alors, mais l'inverse, il est impossible sans une intervention extérieure. Alors, c'est-à-dire, si le gaz occupe tout le volume offert, on ne s'attend pas à ce qu'il revienne à occuper le volume V1 à gauche. Alors, c'est-à-dire que il y a des transformations qui peuvent se produire dans un seul sens et ne peuvent pas se produire dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle les transformations irréversibles. On peut aussi citer d'autres exemples. Alors, dans la chimie, donc, on rencontre des réactions qui sont irréversibles, qui se produisent dans un seul sens. Par exemple, le dihydrogène avec le dioxygène, il donne de l'eau, la molécule de l'eau. Mais l'inverse, donc ça, dans ce sens, il est spontané. Il est spontané. Dès que le dihydrogène rencontre le dioxygène, ça donne de l'eau. Mais l'inverse, c'est impossible sans une intervention extérieure. Alors ici, ça c'est une réaction irréversible qui se produit dans un seul sens. Un exemple classique, c'est lorsqu'on met en contact deux pièces, une chaude et une froide. Supposez que vous avez un corps chaud de température T1, un corps froid de température T2. Alors on sait qu'il y a, donc si on attend, un temps, la température s'uniformise, c'est-à-dire il devient uniforme, et la température, ce qu'on appelle la température d'équilibre. Donc TE qui est entre T1 et T2. Alors c'est-à-dire que les deux corps, donc le plus chaud devient plus froid, le plus froid devient plus chaud. C'est-à-dire que le corps chaud, il donne de la chaleur au corps plus froid, de telle façon que la température finale des deux soit égale. Alors, ça se fait spontanément aussi sans intervention extérieure, mais on ne peut pas s'attendre à ce que, par exemple, les deux corps initialement à température TE, un devient plus chaud et l'autre devient plus froid, tout seul, c'est-à-dire sans intervention extérieure. Alors, c'est-à-dire que la transformation dans le sens inverse, elle est impossible. Alors, toutes ces transformations, on dit qu'elles sont irréversibles, c'est-à-dire se produit dans un seul sens. Alors, la question maintenant qui se pose, alors, quel est le critère par lequel on peut savoir est-ce qu'une transformation peut se produire dans un sens ou dans l'autre? Alors ça, donc le premier principe ne peut pas répondre à cette question. Donc on dit que le premier principe, c'est un principe de conservation.
C'est-à-dire, il s'intéresse seulement à la conservation d'énergie, donc il ne s'intéresse pas au sens d'évolution. Donc, on vous donne un sens quelconque, soit les possibles ou impossibles, et on essaye de faire le bilan énergétique. Mais le deuxième principe, il vient pour parler du sens d'évolution. Est-ce qu'il est possible ou pas possible? Alors, le deuxième principe, on dit que c'est un principe d'évolution. Alors, c'est-à-dire, est-ce que la réaction, elle est réversible ou irréversible? Alors, nous avons vu aussi dans le premier principe que pour un cycle, donné, alors delta U est égal à 0. Alors pour un cycle, delta U est égal à 0, c'est-à-dire que Q plus 2, d'après le premier principe, delta I c'est Q plus 2V égale à 0. C'est-à-dire que W est égal à moins Q. Ça veut dire quoi ici? C'est-à-dire si vous avez un système thermodynamique, qui subit des transformations cycliques, une transformation cyclique, c'est-à-dire on commence par un état A, on fait des transformations de telle façon à revenir finalement à l'état, au même état A. Alors d'après le premier principe, le travail échangé avec le milieu extérieur est égal à moins la chaleur échangée avec le milieu extérieur. Alors c'est-à-dire si on suppose que Q est supérieur à 0, alors Q par intervention Q est supérieur à 0, c'est-à-dire que c'est le milieu, c'est le système qui reçoit de la chaleur. Alors automatiquement le travail il est négatif. Travail négatif, c'est-à-dire il est fourni au milieu extérieur. Donc c'est un moteur. C'est un moteur. C'est-à-dire on transforme alors ce système au cette machine thermique. Il transforme de la chaleur, on lui donne de la chaleur et le transforme en énergie mécanique. Donc c'est un moteur, donc un travail fourni au milieu extérieur. Alors c'est l'exemple de la machine à vapeur. Mais le problème ici, c'est donc l'expérience, il montre que un moteur monotherme, n'existe pas. C'est-à-dire quoi? Un moteur monotherme. Monotherme, c'est-à-dire il échange la chaleur avec une seule source de chaleur. Donc, un moteur monotherme, c'est-à-dire il échange de la chaleur avec une seule source de chaleur. Alors, ce moteur monotherme n'existe pas. Alors, d'après le premier principe, c'est possible. C'est-à-dire, نقدر مثلا نعطي la chaleur de la machine à vapeur. Alors, suppose la machine à vapeur, on chauffe de l'eau, et l'eau, lorsqu'il s'évaporise, donc il crée une pression qui pousse le piston en produisant un travail mécanique. Alors, la source de chaleur, si vous voulez, c'est le feu, mais le problème, c'est que le rendement ici, théoriquement, c'est 100%. Donc, toute la quantité de chaleur se transforme en travail. Alors, si vous avez par exemple une chaleur de 1 kJ, alors le travail, c'est moins 1 kJ. C'est-à-dire, on transforme toute la chaleur en travail. Mais la réalité ou l'expérience, il montre que toujours cette transformation
est accompagné avec une perte de chaleur. Donc, il y a une perte de chaleur vers l'extérieur. C'est-à-dire, si on donne une chaleur QC au système, donc il y a une partie CD au milieu extérieur qui rend le rendement inférieur à 1. Alors là, donc, le premier principe ne peut pas expliquer pourquoi ce moteur monotherme, c'est-à-dire qu'il change de chaleur avec une seule source de chaleur, n'existe pas. Pourquoi il ne peut pas exister? Alors, on va voir après qu'avec l'énoncé du deuxième principe, on peut vérifier que ce moteur monotherme est vraiment n'existe pas. Donc, au minimum, il faut que le système échange de chaleur au cours de ce cycle avec deux sources de chaleur. Alors, c'est quoi donc l'énoncé des premiers principes, des deuxièmes principes? Alors, il y a énoncé, donc, ce qu'on a dit ici, donc c'est, donc le moteur monotherme n'existe pas, c'est-à-dire un moteur qui échange la chaleur avec une seule source de chaleur n'existe pas. C'est-à-dire on ne peut pas transformer intégralement, totalement la chaleur en travail. Toujours il y a une perte. Alors ça c'est énoncé de Kelvin. Ça c'est l'énoncé de Kelvin du deuxième principe. Alors le moteur monotherme n'existe pas. Mais l'énoncé récente ou l'énoncé moderne du deuxième principe, il dit que pour un système délimité par une surface sigma de température T sigma, c'est-à-dire que l'interface, alors le système ici, donc la température T, l'interface est la température T sigma, et ça c'est le milieu extérieur. Alors au cours d'une transformation infinitésimale, alors lorsque le système passe d'un état A1 vers un état 2 très très proche, donc la variation d'une fonction d'état S appelée entropie, donc c'est une fonction d'état. Donc la signification, on va pas parler sur la signification de cette entropie maintenant, mais on va le voir ultérieurement. Et surtout, donc, cette notion, donc, on peut la comprendre mieux en physique statistique. Alors, S, donc, la variation de cette fonction d'état, lorsqu'on, la transformation infinitésimale, cette variation est égale delta S échangé plus delta S créé. Alors, delta S échangé est égal à la chaleur échangée avec le milieu extérieur sur la température de l'interface. C'est ce qu'on appelle l'entropie échangée. Infinitésimale échangée. Et delta S créé, c'est delta Q, c'est delta S créé, il est toujours inférieur à 0. Il est toujours supérieur ou égal à 0. Alors, pardon, il est toujours supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on appelle l'entropie infinitésimale mal créée. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Alors, le but de ce deuxième principe, alors, même si l'énoncé peut apparaître flou dans un premier temps, mais l'essentiel c'est de comprendre son utilisation.
Alors nous, dans les applications, toujours on essaye de calculer S crié. S crié. Alors, si on arrive à calculer S crié, l'entropie criée, s'il est positif, on dit que la transformation est irréversible. Si S crié est égal à 0, on dit que la transformation est réversible, c'est-à-dire peut se produire dans les deux sens. Et si S crié est négatif, on dit que la transformation est impossible dans le sens étudié. Alors ça, c'est le but du deuxième principe, c'est en calculant cette entropie criée, on peut déduire le sens d'évolution de la transformation. Alors, pour ce calcul, alors delta S est égal à S échangé plus S crié. Alors, la seule façon pour calculer cette entropie criée, c'est de calculer delta S moins S échangé. Alors ça, donc on va voir après comment calculer delta S, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'un état A vers un état B, comment calculer la variation d'entropie du système et comment calculer S échangé et après déduire S crié pour conclure est-ce que la transformation est irréversible ou réversible ou il est impossible. Alors pour la signification physique de l'entropie. Alors, tout simplement, donc l'entropie, donc pour la comprendre, il faut aller, si vous voulez, à l'échelle microscopique. Alors ça, donc ça mesure le désordre. Donc S mesure le désordre des systèmes. Le désordre des systèmes. C'est-à-dire, si S crié, si S, l'entropie du système augmente, c'est-à-dire que le désordre, il augmente. Alors, un exemple simple, on peut dire que la glace, lorsqu'il devient eau liquide, ou lorsqu'il devient vapeur, alors, donc, les trois cas, donc lorsque on se transforme d'un état solide vers un état liquide, vers un état vapeur, donc le désordre augmente et on peut dire que aussi l'entropie, il augmente, c'est-à-dire S3 du système, il est supérieur à S2 et supérieur à S1. Alors, c'est-à-dire que l'entropie, il mesure le désordre du système. Alors, si vous voulez, alors supposez que vous avez deux enceintes et vous avez des boules différentes. Alors, ça à l'échelle, pour voir de près la notion de l'entropie. Alors, si vous avez par exemple les boules sont de même couleur, alors on va voir quelles sont les possibilités, toutes les possibilités qu'on peut voir. On peut voir, c'est-à-dire ici que les particules sont indiscernables, donc on ne peut pas distinguer l'une de l'autre. Et on va voir toutes les probabilités qu'il faut avoir, donc soit les particules seront dans l'enceinte 1 ou dans l'enceinte 2. Donc on va voir toutes les possibilités. Alors
si on prend le même système, mais ici avec des particules discernables, c'est-à-dire que les particules sont différentes, et on fait le même calcul, alors toutes les états qu'on peut obtenir ici, et tous les états qu'on peut obtenir ici. Alors là, donc, remarquez que on peut voir que pour ce système-là, il y a beaucoup d'états, et ici, il y a moins d'états parce que les particules sont indiscernables. Alors là, donc, on peut dire que le désordre ici, il est plus important, c'est-à-dire que S1, il est supérieur, S1, il est inférieur à S2, c'est-à-dire l'entropie de ce système, il est plus supérieur à l'entropie de ce système. Alors, c'est-à-dire, lorsque le désordre augmente, alors c'est-à-dire lorsque les états à l'échelle microscopique sont plus nombreux. Et si vous avez un seul état possible, on peut dire que le système présente donc est ordonné ou totalement ordonné. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons dit que le deuxième principe, il vient pour répondre à la question du sens d'évolution de la transformation. Alors, c'est pourquoi on a dit que le deuxième principe est un principe d'évolution et le premier principe est un principe de conservation. Alors, nous avons déjà dit ça. Alors, le premier principe, c'est un principe de conservation. Il vous permet de calculer les quantités échangées sans s'intéresser au sens de l'évolution. Mais le deuxième principe, il vient pour répondre: est-ce que la transformation est réversible ou irréversible? Est-ce qu'il est possible ou impossible dans le sens étudié? Alors, cas particulier, d'après le deuxième principe. Alors, si vous avez une transformation adiabatique, c'est-à-dire que delta Q égale à 0, c'est-à-dire que delta S échangé égale à 0. Et s'il est aussi réversible, delta S créé égale à 0, c'est-à-dire que finalement, dans cette situation, D de S égale à 0. C'est-à-dire que S reste constant. Alors, l'entropie reste constante. Alors ça, donc on dit que c'est une transformation isentropique. Isentropique. Alors là, donc lorsque vous avez une transformation adiabatique plus réversible, alors l'entropie du système reste constante, donc il ne perd pas d'ordre. Alors où on dit que S son entropie reste constante, on dit aussi que la transformation il est isentropique. Alors, deuxième remarque. Alors, si vous avez seulement une transformation adiabatique, alors c'est-à-dire Q égale à 0, c'est-à-dire que D de S égale à delta S créé. Alors, c'est-à-dire vous avez un système qui ne change pas de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, il est isolé thermiquement du milieu extérieur. Alors, dans ce cas, d delta Q égale à 0, c'est-à-dire delta S échangé égale à 0. C'est-à-dire, d'après le deuxième principe, d de S égale à delta S créé. On a dit que delta S créé, il est supérieur ou égal à 0.
c'est-à-dire que d de S, la variation de S ne peut que être positive, c'est-à-dire que S, il croît. C'est une fonction qui est croissante. Alors, c'est-à-dire pour ce système qui est adiabatique, son entropie, soit il va rester constante, c'est ds égale à 0, c'est pour la transformation réversible, ou il va croître, donc il ne peut pas diminuer. Alors, c'est-à-dire que le système, donc on peut avoir que des transformations à entropie croissante. Entropie croissante. C'est-à-dire que le système ne peut que perdre de l'ordre. Ça, c'est l'exemple, si vous voulez, de la détente de Joule-Gay-Lussac. Alors, la détente de Joule-Gay-Lussac.